Bonjour, donc je suis Myriam Fournier, présidente du centre INRA Grand Est Nancy. Je travaille aussi pour AgroParisTech, une école qui forme les ingénieurs forestiers, et pour l'Université de Lorraine. Aujourd'hui, donc dans le cadre de ce visio-chat, on m'a demandé de vous expliquer comment le bois, ce matériau que vous utilisez ou que vous apprenez à utiliser et à faire utiliser dans le cadre de vos études, comment ce matériau est produit par des arbres. Mon exposé comportera plusieurs parties. Une première partie va tenter d'aborder, avec un point de vue de biologiste, à quoi sert le bois dans un arbre, pourquoi un arbre a besoin de bois, puisqu'évidemment l'arbre ne fait pas du bois uniquement pour vous, pour nous, pour fabriquer des maisons ou des meubles. Alors le bois dans un arbre, c'est où, c'est quoi? Le bois, c'est ce qui fabrique ce qui est le matériau constitutif de la plupart des branches, des troncs et des racines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un arbre? Des feuilles, ce qu'on appelle la couronne ou le houppier, et puis de l'écorce, enfin d'autres choses. Mais le bois, c'est quand même une grosse partie du volume de l'arbre. Le bois, quand on le regarde avec un microscope à plusieurs échelles, c'est donc un tissu. Un tissu, c'est ce qui est utile dans l'être vivant. Ce qu'on appelle un tissu, c'est un ensemble de cellules qui a des fonctions. Pour l'homme, ça va devenir un matériau qui va lui servir à faire d'autres fonctions dans ses propres usages. Et ce qui est assez extraordinaire pour le bois, c'est qu'on peut le regarder à plusieurs échelles. C'est ce que vous représente ici ce graphique, où on voit à chaque fois, on a fait un zoom sur un petit morceau de bois et de plus en plus petit. Alors la première échelle, c'est l'échelle macroscopique, c'est ce que vous regardez avec votre œil, ça va des échelles qui vont du centimètre au mètre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des cernes de croissance, vous voyez éventuellement des nœuds, voilà. Donc ça c'est le bois, donc je pense que vous avez le plus l'habitude. Ensuite, quand on commence à regarder le bois avec un microscope, on descend à des échelles qui vont jusqu'à le dixième et le centième de millimètre, jusqu'au micromètre. Là, vous voyez plusieurs choses. Donc d'abord, ce qui est au-dessus, c'est on vous montre le bois cellulaire. Donc le bois cellulaire, c'est comme tous les tissus vivants. Vos organes vivants sont de la même façon. C'est vraiment une caractéristique du monde vivant. On est fabriqué de cellules. Donc le bois est aussi fait de cellules. Donc là, vous les voyez un peu, ces cellules. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc une cellule, c'est quelque chose qui a une paroi et qui a une cavité. Donc c'est des choses avec du vide et du plein. Et puis, si vous regardez maintenant une cellule, sa paroi elle-même, donc ce qui fait l'enveloppe de la cellule, la partie solide, elle-même, elle a une structure assez particulière. Elle est d'abord constituée de plusieurs couches, c'est ce qu'on voit là, ces échelles de plus en plus petites. Et puis si encore vous regardez encore plus petit, alors là on ne peut plus utiliser des microscopes, on est obligé d'utiliser des outils d'analyse chimique. Vous allez, des outils un peu indirects, vous allez voir qu'elle est constituée de molécules, comme la plupart cette fois de la matière, là c'est plus spécifique au vivant. C'est quelque chose qui est de molécules et d'atomes. Alors, le bois à grande échelle, on appelle ça le bois massif. Ça, je pense que c'est celui que vous connaissez souvent le mieux. Mais quand on réfléchit, ce bois massif, si vous le regardez avec un microscope, vous pouvez dire que c'est un matériau cellulaire. Les matériaux cellulaires, c'est des matériaux extrêmement modernes qu'on a utilisés récemment pour faire on utilise depuis le XXe siècle, qu'on fabrique pour faire des prothèses dans le milieu médical, pour faire des matériaux très très résistants. Pourquoi? Parce qu'un matériau cellulaire, il y a des vides et du plein, et en fait, ça fait des matériaux qui peuvent avoir d'excellentes performances pour un poids relativement faible. Donc le bois, ces caractéristiques-là, c'est un matériau léger en regard de ses qualités mécaniques ou physiques. Après, maintenant, vous vous rappelez le zoom de tout à l'heure, si je descends à l'échelle de la paroi, le bois, c'est un matériau sandwich. Matériau sandwich, ça veut dire qu'il y a plusieurs couches, et ça aussi, c'est des qualités de matériaux extrêmement modernes. Les ailes d'avion sont des matériaux sandwich. Le sandwich, ça vous permet de mettre à l'intérieur et à l'extérieur des matériaux différents. Et donc la paroi cellulaire du bois, elle est faite ainsi, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la paroi n'a pas les mêmes propriétés que ce qui est sur les parois externes. Et ça évidemment, ça confère au bois certaines fonctionnalités, exactement comme dans les matériaux les plus modernes. Et puis si on descend encore à l'échelle plus fine, là vous voyez des molécules, alors c'est la molécule de cellulose,
Voilà. Et donc cette molécule de cellulose, elle est agencée à une espèce de long spaghetti. Et ça vous apparente le bois aussi à une catégorie de matériaux extrêmement modernes qui sont ce qu'on appelle des matériaux composites à renfort filamentaire. Donc ça, c'est par exemple la fibre de carbone, la fibre de verre, le Kevlar. Tous les matériaux modernes ont été conçus comme ça, en mettant des longs filaments. Donc pour le bois, il est naturel, le long filament, c'est de la cellulose, qui est très résistant. Le béton armé était fait aussi un petit peu comme ça. Et donc on met des longs filaments très résistants, c'est la cellulose, et on englobe tout ça dans un ciment de lignine, donc c'est une autre molécule qui a moins de qualité mécanique, mais qui par contre joue un rôle de colle, un rôle de ciment. Et donc ce petit exposé un peu long, là, c'était pour vous expliquer que le bois, loin d'être un matériau du passé, il a finalement toutes les caractéristiques de tous les matériaux les plus modernes. Et l'homme n'a absolument été incapable de faire mieux que le bois. Il a au contraire cherché à mimer, à réinventer des matériaux qui copient le bois. Alors évidemment, après, des fois, la copie peut être aussi bien, voire mieux que le modèle. Alors à quoi ça sert le bois dans l'arbre? Pourquoi la nature et l'évolution ont fait un matériau aussi performant, aussi exceptionnel? Eh bien, dans les tissus vivants, les tissus animaux et les tissus végétaux sont un petit peu différents. Chez les animaux, on a des organes très spécialisés. Vous savez, vous avez un cœur, vous avez un foie, vous avez des poumons. Chez les végétaux, on a des choses qui sont beaucoup plus polyvalentes. Voilà. La polyvalence, c'est une caractéristique des tissus végétaux. Et le bois a cette polyvalence, c'est-à-dire qu'on nous on parle des fois de design 5 en 1, ça veut dire qu'un seul tissu, un seul matériau, 5 fonctions. Alors quand on interroge les gens, c'est à quoi ça sert le bois dans l'arbre, souvent la première chose à laquelle ils pensent, c'est la fonction de squelette ou la fonction de circulation. Donc évidemment, si vous voulez, il remplace le cœur et il remplace vos os pour votre squelette. Effectivement, le bois, c'est ce qui permet aux arbres de se tenir, donc ça c'est la fonction mécanique de squelette, donc d'atteindre des tailles gigantesques parce que c'est un matériau solide, rigide, résistant, donc qui permet, comme vos os, qui permet d'accomplir cette fonction de squelette. Et sans le bois, évidemment, les arbres n'atteindraient pas ces tailles gigantesques en durant aussi longtemps. La fonction de circulation, c'est aussi que le bois, il a la fonction d'alimenter les feuilles en eau. Cette eau, elle vient du sol, donc c'est une eau qui est chargée en minéraux. Donc les petites racines pompent dans le sol de l'eau avec des minéraux, c'est-à-dire la nourriture, si vous voulez, de l'arbre. Et cette nourriture, il faut l'amener jusqu'aux feuilles. Et ça, c'est la fonction de circulation, c'est-à-dire le bois, c'est aussi la pompe qui va permettre de faire monter cette eau du sol jusqu'aux feuilles. Mais le bois a d'autres fonctions. Alors il a par exemple une fonction immunitaire. Alors l'immunité, vous savez, c'est ce qui vous permet de combattre les microbes, les infections. Et donc le bois permet aussi ça, parce que quand des micro-organismes, des champignons, des larves d'insectes attaquent l'arbre, eh bien le bois c'est aussi une barrière de protection. Et on a certaines substances, certaines molécules comme des résines, des latex, qui vont aider le bois à accomplir avec performance, avec efficacité, cette fonction immunitaire. Donc le bois c'est aussi une barrière qui empêche l'arbre d'être trop malade. Une autre fonction du bois, c'est aussi une fonction de garde-manger. Donc l'arbre, il pompe de l'eau avec des minéraux, c'est-à-dire sa nourriture du sol. Cette nourriture, cette eau chargée en minéraux qu'on appelle la sève brute, monte jusqu'aux feuilles. Et dans les feuilles, vous avez une usine, une machinerie qui va permettre, grâce à l'énergie du soleil, donc en utilisant de l'eau, de l'énergie solaire et après ces minéraux, ça va permettre en fait à l'arbre de pousser et de créer sa propre énergie, sa propre matière. Et alors ça se fait évidemment pendant la saison de végétation, c'est-à-dire quand il y a du soleil et quand les arbres sont en croissance. Mais l'arbre, il a une capacité à faire des réserves, c'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, le printemps suivant, il a la capacité, ou les années suivantes, il a la capacité à mettre de la matière en réserve et la remobiliser les années suivantes pour fabriquer de nouvelles branches, de nouvelles feuilles. Et cette mise en réserve, ça se fait dans certaines cellules du bois, qu'on appelle les parenchymes. Et donc là, vous voyez sur la photo des petits grains d'amidon, qui sont justement ces réserves. Et donc le bois sert aussi de garde-manger. Un petit peu comme, alors, pour faire une analogie avec le corps humain, comme un peu nous sommes enveloppés de graisse, qui est aussi une forme de réserve.
Et puis une dernière fonction que les gens connaissent beaucoup moins, sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, c'est la fonction de muscle. C'est-à-dire que on oublie souvent que le squelette, c'est ce qui permet à votre corps d'être rigide, de vous tenir droit, par exemple. Tenir. Par contre, si vous voulez marcher, si vous voulez d'ailleurs vous tenir droit, le squelette ne suffit pas. Il faut des articulations, il faut des muscles, il faut des tendons. Et donc le bois, il a aussi ce système de muscles, c'est-à-dire que ne pensez pas que les arbres sont des choses inertes, complètement rigides. Le bois, il donne à l'arbre une petite capacité de mouvement, évidemment pas comme un animal qui peut partir en courant. Ça bouge très très lentement, mais sans cette capacité de muscle, c'est-à-dire cette façon qu'a le bois de se rétracter et de tirer, si vous voulez, sur une branche qui est en train de pencher trop, de tomber, eh bien les arbres n'auraient absolument pas la forme qu'ils ont. Donc cette fonction de muscle du bois, elle est très importante, elle permet à un arbre qui pencherait trop de se remettre dans la verticale. Et donc en résumé, hein, le bois, c'est dans l'évolution ce qui a permis d'avoir des plantes immenses qui vivent très longtemps. Donc un tissu exceptionnel. Donc voilà un petit résumé de comment se passe la machinerie. Cette fois, tout à l'heure, je vous ai montré juste une image, comme ça, un peu descriptive. Donc là, on essaye de vous faire appréhender le fonctionnement de l'arbre. Donc c'est ce que j'ai déjà dit, hein. Donc en bas, vous avez les racines, le système racinaire, qui a pour fonction essentiellement la nutrition minérale, donc qui alimente l'arbre en sève brute, en eau chargée en minéraux, qui a aussi une fonction mécanique aussi de soutien et d'ancrage dans le sol, et donc le bois des racines, il a aussi cette fonction-là. Et puis ensuite, vous avez la sève brute qui monte dans le bois, qui arrive à la périphérie en haut de l'arbre, donc dans les feuilles, à la cime. Et au niveau de ces feuilles, il y a un processus très complexe, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a élucidé, qui permet donc d'absorber du gaz carbonique, du CO2, du dioxyde de carbone de l'atmosphère, grâce à l'énergie du soleil. Donc on absorbe, les arbres absorbent du CO2, et puis ils transpirent, c'est-à-dire qu'ils relarguent dans l'atmosphère de l'eau et de l'oxygène. C'est ce qui a fait dire que la végétation en général et les arbres en particulier sont un poumon pour la planète puisqu'ils absorbent du CO2 et ils recrachent de l'oxygène. Donc l'arbre, il a ce mécanisme de photosynthèse, hein, où il capte le CO2. Il a ce mécanisme de transpiration puisqu'il relargue de l'eau, transpire. Cette eau qui est montée par les racines, elle est relarguée, elle s'évapore, elle est relarguée dans l'atmosphère, dans l'air. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'arbre il respire également comme nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la photosynthèse, il y a aussi un mécanisme qui est exactement le même que chez nous, c'est-à-dire qu'il absorbe aussi de l'oxygène et il recrache du gaz carbonique. Et ce qui est important pour les scientifiques, c'est bien de faire le bilan entre ce gaz carbonique absorbé, qui est par la photosynthèse, et puis ce gaz carbonique recraché par la respiration. Petite chose importante, c'est que cette pompe qui fait monter l'eau si haut, à 20, 30 mètres, 40 mètres, ça reste un mystère physique. Donc pour les scientifiques, c'est pas totalement élucidé. C'est assez extraordinaire et c'est vrai qu'on n'est pas capable complètement de mimer ça parce que ça fait appel à beaucoup de mécanismes vivants. Parce qu'évidemment, si on était capable de mimer ça, ben on ferait des châteaux d'eau, on ferait monter l'eau dans vos tuyaux sans autre énergie qu'en faisant du bois. Ben, ça suffit pas parce que si vous essayez de faire ça avec du bois, eh bien ça monte pas parce qu'il faut notamment des mécanismes de réparation qui empêchent l'air de remplir trop vite les cavités. Voilà. Donc un mystère physique, hein, et c'est pas que de la physique, c'est aussi de la biologie. Petite question maintenant, c'est est-ce que les arbres meurent de soif? Alors qu'est-ce qui se passe quand un arbre manque d'eau? Alors à droite, là, on vous a mis des photos un peu spéciales, c'est ce qu'on appelle un stomate et une coupe de feuilles. Donc en haut, c'est une coupe d'aiguilles de pin, c'est une sorte de forme de feuille, hein, les aiguilles de pin, puis en bas, c'est une coupe de feuilles de hêtre. Et ce que vous voyez, c'est que sur ces feuilles, vous avez des toutes petites cavités, hein, vous voyez sur la face inférieure là, qu'on appelle des stomates. Les stomates, c'est un tout petit trou, hein, ce sont des pores microscopiques qui sont sur les feuilles, qui jouent un grand rôle aussi dans la pompe, hein, qui fait monter, puisque
Ces petits trous, hein, ils ont une grosse capacité de tirer l'eau, si vous voulez, d'aspirer l'eau. Hein. Et donc ce sont ces tout petits trous qui vont permettre aux arbres de transpirer des quantités phénoménales d'eau, des litres et des litres d'eau qui sont transpirés chaque jour quand un arbre est en train de pousser. Et alors, quand il manque d'eau, qu'est-ce qui se passe? Quand il manque d'eau, il arrête de transpirer, il ferme les stomates, il bouche ses petits trous. Donc à ce moment-là, l'arbre ne transpire plus, il n'y a plus assez d'eau, donc il ne se permet plus d'en perdre, si vous voulez, il ne transpire pas. Pour ça, il ferme ses stomates. Et s'il ne transpire plus, il n'est plus non plus capable d'absorber le CO2, et donc il arrête aussi de pousser, il arrête aussi d'emmagasiner du carbone, et donc il arrête de pousser. Donc en gros, un arbre, il va mourir de faim et de soif en même temps. De soif, puisqu'il n'y a plus assez d'eau, et donc il ne peut plus faire circuler de l'eau depuis le sol jusqu'à l'atmosphère. Et il va mourir aussi de faim, puisqu'il n'est plus capable de fabriquer du carbone avec sa propre énergie. Et alors en général, c'est encore pire que ça, parce que quand un arbre commence à être mal, comme ça, il manque d'eau, il commence à mourir de soif, il meurt de faim, et en plus il ne va pas bien, évidemment, hein, donc il est affaibli. Et donc des insectes ou des champignons vont l'attaquer sans qu'il réussisse à se défendre comme d'habitude. Et donc il va aussi mourir de maladie. Donc cet été, on a vu beaucoup, on a entendu parler, si vous avez suivi un peu les informations, on a parlé de sapins qui mouraient de soif dans les Vosges. Eh bien les arbres, les épicéas, les sapins en ce moment dans nos forêts, quand il y a des grosses canicules comme cet été, ils vont pas très bien. Et à la fin, c'est pas très facile de savoir de quoi ils sont morts parce qu'ils meurent de faim, ils meurent de soif, et puis souvent les petites bêtes méchantes en profitent également. Voilà. Donc là, vous avez une image d'épicéa, attaqué par ce qu'on appelle les scolites. Les scolites, c'est un petit insecte qui font mourir les épicéas en ce moment dans les plaines de notre région. Un petit zoom aussi sur comment se forme le bois. Donc là, vous avez des images du bois qui vous montrent comment se forme le nouveau bois. Donc le nouveau bois, ça se forme, regardez à droite, là, par une toute petite ligne de cellules. Donc ça, c'est des coupes de bois. Hein. Donc on voit la rondelle là, qui est en dessous, et vous imaginez qu'on a fait une coupe près de l'écorce. Donc ce qui s'appelle le phloème, si vous voulez, c'est une partie de l'écorce. Donc à chaque fois, on a fait une coupe à plusieurs périodes de l'année, et on l'a regardé au microscope. Donc vous voyez les cellules, là, comme ça, transversales. Là, on fait une coupe, on fait un zoom sur la rondelle que vous voyez en dessous, à plusieurs périodes de l'année. Donc le phloème, c'est une partie de l'écorce, et puis en dessous, vous avez ce qu'on appelle le cambium, donc la ligne, une ligne là, de petites cellules, elles ne sont pas très nombreuses, et ça, c'est la partie la plus fragile et en même temps la plus prometteuse, puisque c'est là, ces cellules, ce sont les seules qui sont réellement vivantes et capables de se diviser pour fabriquer de nouvelles cellules de bois. Donc le bois, ça pousse par l'extérieur, c'est juste sous l'écorce, vous avez des petites cellules qui se divisent quand les conditions sont favorables, donc en hiver tout ça s'arrête, hein, et donc ces petites cellules se divisent et fabriquent de nouvelles cellules. Donc quand on arrive en avril, vous voyez à gauche là, on a le bois de l'année dernière, donc ça c'est l'année 2008. En 2007, le bois de l'année dernière s'était arrêté, et vous voyez le cambium qui est presque à l'extérieur, là, juste sous l'écorce, qu'on appelle le phloème. Et donc là, vous voyez ces petites cellules vont commencer à s'activer et en fabriquer de nouvelles. Alors on est dans le même arbre, hein, on revient quelques semaines après, et qu'est-ce qu'on voit? On voit de nouvelles cellules qui se sont formées, qui ont commencé à grossir. Et puis on continue, hein, la troisième vue, là vous voyez que ces nouvelles cellules, elles ont grossi, et en plus elles ont commencé à s'épaissir. Et puis là on est à la fin du printemps, on voit que les cellules, il y en a un certain nombre qui ont fini leur croissance, qui ont leur taille définitive, qui se sont épaissies. Et puis on voit que les cellules qui sont formées en fin de saison, là vers le mois d'août, elles n'ont pas la même forme que les autres. Elles ne vont pas grandir autant. Elles vont être plus petites et plus foncées aussi, plus épaisses. Et ça vous montre qu'il y a une alternance dans la saison. Le bois qui est formé au printemps, qu'on appelle le bois initial, il n'a pas tout à fait la même qualité que le bois formé à la fin de la saison, qu'on appelle le bois final. Et cette différence, elle va se voir cette fois à l'échelle macroscopique. Hein. On sort l'œil du microscope, on re-regarde la rondelle là, qui est sur la gauche.
Vous voyez des alternances de clair et de foncé, mais à chaque fois, c'est des alternances entre le bois initial, le bois de printemps, le bois formé au printemps, qui a des cellules avec des parois plus fines, des cellules plus grosses, un bois plus poreux, plus de vide, et ça va se traduire par le fait qu'il est plus léger, mais il est aussi plus clair. Et puis, le bois final, au contraire, il va être plus dense, plus lourd et aussi plus foncé. Et ça va vous permettre, c'est un avantage évidemment pour nous, c'est que ça nous permet de mesurer, compter l'âge du bois, l'âge des arbres. Donc si vous comptez le nombre d'anneaux, vous savez le nombre d'années depuis que cet arbre a commencé à vivre. Alors une petite question amusante, c'est combien d'années? Vous voyez, c'est une petite devinette qui est issue d'un livre, un petit journal qui s'appelle La Hulotte, qui existe toujours, hein, même si ce numéro-là est assez ancien. Donc la devinette, c'est combien d'années va-t-il falloir à la branche qui porte la balançoire pour monter de 2 mètres jusqu'à 5 mètres. Donc, vous voyez un petit arbre avec une petite fille sur une balançoire, et puis on vous montre l'arbre qui a poussé, et vous voyez une grand-mère cette fois, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps, la petite fille est devenue une grand-mère, elle est toujours sur une balançoire, et on vous demande combien de temps il faut pour que la branche monte de 2 mètres jusqu'à 5 mètres. Alors, bon, on vous donne des détails, on vous dit que l'arbre est un hêtre, qui pousse lentement, etc. Alors la réponse, hein, je ne vais pas vous la montrer en image, mais je vais vous la dire. La réponse, c'est que ça ne se passe absolument pas comme ça. Une branche qui est à une hauteur de 2 mètres ne va jamais monter. Le bois, je vous ai montré avant, le cambium, ça permet aux arbres de pousser en épaisseur. Donc on va faire des cellules qui vont faire grossir l'arbre. Mais le bois, il ne monte pas. Hein. Ces cellules, elles ne montent pas, elles restent toujours à la même hauteur. Donc quand vous avez une branche, vous avez des cellules de bois autour de la branche, elle va s'épaissir, elle va grossir, mais elle ne va pas monter. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait quand même qu'un petit arbre, il a une branche basse à 2 mètres, et puis un arbre plus gros, il a une branche plus haute à 5 mètres? Eh bien, ce n'est pas la même branche. Hein. Il faut bien comprendre, c'est que la branche où est la petite fille, dans la vie normale de l'arbre, cette branche, à un moment, elle va tomber. On dit elle va s'élaguer. Donc cette branche va tomber, et la branche basse, finalement, la branche la plus basse, ben, ça ne sera pas celle-là, ça sera une branche qui, quand l'arbre est petit, est beaucoup plus haut et qu'on n'avait pas remarqué parce qu'elle était au milieu des feuillages. Voilà, donc ça c'est important, hein, quand vous accrochez une balançoire, ne vous inquiétez pas, la balançoire ne montera pas. Donc dans cette seconde partie, je vais vous interroger ou nous interroger sur la question suivante, est-ce que la forêt et le bois c'est bon pour le climat? Et donc quel est le rôle de la forêt et du bois dans la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, le réchauffement climatique, vous en avez certainement entendu parler. Je ne vais pas faire un exposé détaillé là-dessus, je vous renvoie à de nombreuses vidéos qui existent sur Internet, les livres, les documentaires. Le réchauffement climatique, c'est quoi? C'est que depuis toujours, notre planète, elle est entourée d'une atmosphère, elle reçoit des rayons du soleil, et c'est ça qui la réchauffe, qui permet d'avoir une température qu'on connaît. Et ce qui va réguler cette température à la surface de la planète, c'est l'atmosphère qui piège un certain nombre de gaz, dont le gaz carbonique. Et ce gaz carbonique qui reste piégé, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça empêche certains rayonnements solaires, une partie du rayonnement solaire de repartir. Et donc ce rayonnement solaire qui reste dans l'atmosphère, il permet à la planète d'avoir sa température plus ou moins agréable qu'on connaît. Depuis 100 ans, 50 ans, nos activités, d'abord il y a de plus en plus d'hommes sur la planète et d'autre part notre mode de vie a beaucoup évolué et en particulier nous nous sommes mis à utiliser ce qu'on appelle des énergies fossiles, c'est-à-dire que nous avons pris du pétrole, du charbon, donc nous avons pris du carbone qui était stocké dans les sous-sols depuis des temps très très anciens, depuis des temps géologiques. Et nous l'avons utilisé pour nos propres besoins, donc pour faire des carburants, pour faire des plastiques. Et ce faisant, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déstocké du carbone et on l'a rapidement remis dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Et donc on a complètement déséquilibré ce cycle du carbone et ce faisant, on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc on augmente la quantité de rayonnement solaire qui ne repart pas et donc mécaniquement, la température moyenne à la surface du globe augmente.
Et ça, c'est lié, maintenant on en est certain, on a mis longtemps à s'en convaincre complètement parce qu'il pouvait y avoir d'autres raisons, mais on sait faire le lien maintenant entre ces augmentations de température et l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation, ou le changement en tout cas de nos modes de vie. Alors aujourd'hui, la prise de conscience de tout le monde est de dire il faut réduire, éviter, compenser ces émissions de carbone, de gaz à effet de serre, et notamment de gaz carbonique, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et la forêt, on se dit, ça peut être une part du problème ou une part de la solution. Alors d'un côté, la forêt, elle peut permettre de compenser des émissions, c'est-à-dire que le CO2 qu'on émet avec les pots d'échappement de nos voitures, comme on sait, j'ai déjà dit, l'arbre, les végétaux font de la photosynthèse, donc ils capturent le CO2, ils renvoient de l'eau et de l'oxygène. Donc du coup, c'est assez intéressant, puisqu'on peut se dire, avec ça, finalement, peut-être que c'est une façon de dépolluer, si vous voulez, l'air de ces gaz à effet de serre. Donc faisons pousser des arbres. Donc la forêt est une part de la solution, mais en même temps, tout ça, évidemment, c'est pas forcément garanti parce qu'en même temps, la forêt, elle brûle. Et donc, quand elle brûle, la forêt, elle émet au contraire, elle en la rajoute, elle émet du CO2. Donc, une question, c'est la forêt française, est-ce que elle a un effet bénéfique ou est-ce qu'au contraire, elle aggrave le problème, par exemple, à cause des incendies de forêt? Alors, pour répondre à cette question, on va se poser une autre question, une question assez simple, c'est la forêt française en surface, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue? Donc là, vous avez une carte avec en vert, c'est les forêts. On voit qu'il y a des forêts dans les montagnes, plutôt au sud, on va dire, au sud et à l'est. Eh bien, la forêt française hexagonale, elle augmente. Elle augmente et vraiment, elle augmente beaucoup, puisque au 19e siècle, en 1830, on est à peu près au moment de la révolution industrielle, au moment où justement ce déstockage de charbon et un peu plus tard de pétrole va commencer. La forêt était arrivée à un seuil assez bas en France, et depuis, elle n'a fait qu'augmenter. Et pas qu'un peu, puisqu'elle a quasiment doublé, un peu moins de 200 ans. Et cette augmentation, elle ne se décélère pas, au contraire, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on a une augmentation très très forte. Et la forêt, ça couvre à peu près un tiers du territoire de la France métropolitaine. Donc ça, c'est en France. Donc en France, les surfaces forestières ne font qu'augmenter. Les gens ne le savent pas, la forêt française augmente. Dans le monde, par contre, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Donc au contraire, on a presque l'équivalent de la forêt française qui chaque année disparaît à l'échelle de la planète. Évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un problème global, c'est-à-dire qu'il faut bien vous dire que chaque fois que vous émettez un petit peu de gaz carbonique dans l'atmosphère, tout le monde en profite. Votre gaz carbonique, il part dans l'atmosphère et l'atmosphère, elle est très vite diluée vers tout le monde. Donc faire quelque chose localement, ça profite à tout le monde et en même temps aussi faire des choses qui sont négatives et émettre ça a aussi des conséquences pour tout le monde. Alors les forêts à l'échelle du monde, puisque c'est quand même l'échelle qui est plus importante que l'échelle française, on pouvait s'inquiéter avec les 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année. Eh bien non, le bilan est positif. Finalement, vous avez des flèches vertes, ça c'est ce qui est capté, la photosynthèse. Et puis ce qui est rouge, c'est ce que les forêts émettent. Alors comme je vous ai dit, elles émettent parce qu'elles respirent. Elles émettent parce que le bois mort dans les forêts se décompose. Quand le bois se décompose, les micro-organismes travaillent. Et puis, du coup, vous doutez bien que s'il n'y a plus de bois au sol, c'est parce que le carbone, il est reparti quelque part, il est reparti dans l'air. Et puis, on émet aussi, comme je vous ai dit avant, par les perturbations que sont les grands incendies, ou les récoltes de bois aussi, puisque quand on récolte du bois pour se chauffer, par exemple, on le brûle et donc on remet du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et quand on fait des bilans à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que le bilan il est légèrement positif. Donc les forêts à l'échelle de la planète, malgré la déforestation, malgré le bois mort qui se décompose, elles stockent du CO2. À l'échelle de la planète, les forêts sont plutôt en expansion et en croissance. Bon, mais alors c'est plutôt positif tout ça, ça donne un peu d'espoir. Donc on va se dire, dans ce cas-là, laissons les forêts pousser, laissons les stocker le CO2 de l'atmosphère et donc évitons surtout de couper du bois, évitons de sortir ce carbone de la forêt.
Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que finalement, vous stockez du carbone dans un tronc, dans la forêt, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi le stocker, le séquestrer. Le séquestrer, ça veut dire l'emprisonner en évitant qu'il retourne dans l'atmosphère, le séquestrer dans un meuble ou le séquestrer dans une construction. Et dans tous les cas, de toute façon, au bout d'un moment, la séquestration du carbone, qu'elle soit dans la forêt ou dans les produits en bois, au bout d'un moment, de toute façon, ça repartira dans l'atmosphère. Ce qui est important, c'est de garantir la repousse des arbres, c'est-à-dire leur renouvellement. Quand les arbres meurent, le bois il brûle, le bois se décompose et le carbone retourne dans l'atmosphère. Quand la maison ou le meuble finit sa vie, le bois il est brûlé, il est décomposé et le carbone retourne à l'atmosphère. Et ce qui est intéressant, c'est ce cycle, c'est cette capacité de la photosynthèse à recréer du nouveau bois. Donc ce qui est important, c'est pas seulement de se dire faut pas couper des arbres ou il faut utiliser le bois en construction, il faut vraiment raisonner le cycle complet, c'est-à-dire qu'il faut faire repousser la forêt. Ce qui est important, c'est de garantir la repousse de la forêt. Alors de plus en plus compliqué maintenant, ce qui complique encore le problème, c'est si maintenant vous vous intéressez aux autres matériaux, aux autres énergies que le bois. Vous vous dites, bah, finalement, le bois, c'est une énergie renouvelable, c'est un matériau qui séquestre du carbone, et puis même quand il émet dans l'atmosphère, il suffit à la limite de faire repousser des arbres, et notre bilan sur le climat, il sera bon, quoi. C'est pas le cas pour les matériaux fossiles ou pour les énergies fossiles. C'est-à-dire quand vous sortez du pétrole ou du charbon, là pour le coup, vous détruisez un cycle qui est très très long. C'est-à-dire que pour reconstituer des réserves de pétrole ou des réserves de charbon, il va falloir un nombre d'années considérable. On est à des échelles de temps géologiques. Donc finalement, on se dit, il vaut mieux utiliser le bois. Et donc effectivement, on peut se dire que utiliser du bois en substitution d'autres matériaux, ça va permettre d'économiser, d'empêcher de sortir du carbone qui est prisonnier actuellement dans le sol, dans le sous-sol. Et ça, c'est très intéressant, parce que finalement, quand on utilise 1 m3 de bois, on va permettre de ne pas utiliser, à la place, on ne va pas utiliser du plastique. Quand on brûle du bois, on ne va pas utiliser du charbon. Et donc, on va économiser, on va empêcher des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisque le bois, on sait le faire repousser, nos arbres repoussent, alors que le charbon, le pétrole ne repoussent pas. Et donc on dit que quand on utilise 1 m3 de bois, le bilan c'est qu'on va économiser entre 0,7 et 1,1 tonnes de dioxyde de carbone. Et ça c'est par substitution, ça veut dire que vous empêchez, en utilisant du bois, qu'on déstocke du carbone fossile qui lui est très très long à se reconstituer, alors que le bois, on sait le reconstituer en faisant repousser les forêts. Et ça, c'est permanent, c'est-à-dire que autant la séquestration dans les arbres, ben, quand les arbres meurent, c'est fini. La substitution, c'est chaque fois, aujourd'hui, en bon citoyen, chaque fois que vous n'utilisez pas du plastique, vous utilisez des choses en bois. Alors en bois ou d'autres matières renouvelables, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que le bois, mais aujourd'hui, on est focalisé sur le bois. Donc, chaque fois que vous faites ça, vous empêchez de déstocker. C'est 1 kilo ou 1 tonne de CO2 qui restera piégé dans le sous-sol et qui ne ressortira pas. Et donc pour les générations futures, hein, pour vos enfants, vos petits-enfants, ce que vous faites aujourd'hui, le bénéfice, il va s'accumuler d'année en année. Alors évidemment, c'est très intéressant, mais vous voyez qu'on vous a dit entre 0,7 et 1,1, mais ça peut être aussi trompeur parce qu'on peut mal utiliser le bois. Donc cette substitution par le bois, elle n'est pas si évidente que ça. Alors première chose, c'est évidemment, il n'y a pas que le bois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui mais le bois, ça utilise quand même de l'énergie fossile, hein, pour transformer le bois. Une tronçonneuse, c'est un moteur thermique, donc ça utilise de l'énergie, hein, on met un peu de mélange dedans. L'industrie du bois consomme des énergies fossiles, c'est vrai. Mais justement, pour l'instant, le bilan, c'est entre 0,7 et 1,1 tonnes de CO2. C'est-à-dire une fois qu'on a éliminé ce qu'on consomme pour énergie, le bilan, il reste quand même positif. Maintenant, évidemment, si demain, on ne fait plus que des moteurs électriques et qu'on fait de l'électricité propre, et bien ça va changer parce que le bois peut devenir finalement beaucoup... Si on n'améliore pas, si on n'optimise pas la transformation du bois en la rendant la plus propre possible, évidemment, il y a des gens qui vont le faire pour d'autres matériaux et le bois peut être dans
10 ans, 20 ans sera très sale par rapport à d'autres matériaux. Et on perdra cet avantage-là. Donc il y a un enjeu très fort à non pas empêcher les autres de faire plus propre, mais surtout dans la filière bois à être les plus propres possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire être le plus propre possible? Ça veut dire réfléchir à ces émissions tout au long de la transformation du bois. Donc pour faire cette table, par exemple, on peut se dire, si c'est du bois qui est issu d'une forêt locale, du bois local, on va avoir peu de transport, et le transport, on sait que ça émet du gaz carbonique, ça émet des gaz à effet de serre, ça consomme des énergies fossiles. Donc il vaut mieux utiliser du bois local que du bois issu de forêts lointaines. Il vaut mieux, il faut penser qu'évidemment, ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est pas tant d'utiliser le bois, c'est de garantir que la forêt repousse derrière. Donc si vous utilisez du bois issu d'une forêt qui repousse vite, vous allez rapidement compenser les émissions que vous allez faire, alors que si vous prenez du bois issu d'une forêt qui ne repousse pas, alors c'est la catastrophe, vous faites une coupe et vous ne replantez pas derrière, ou vous ne reboisez pas derrière, c'est catastrophique. Et si elle repousse très très lentement, c'est pas terrible non plus. Donc il y a évidemment un côté utiliser du bois dont on sait qu'on est capable de renouveler rapidement. Après, il y a tous les efforts qu'on peut faire pendant la fabrication elle-même. Donc on peut utiliser des procédés les moins consommateurs d'énergie possible. Alors dans toute la fabrication, donc la coupe, l'usinage, le séchage, le collage, les produits aussi, les produits de protection, de finition. On sait aujourd'hui qu'on veut mettre des produits qui soient les plus naturels. Et naturels, c'est pas forcément issu de la nature, mais les produits qui soient les moins consommateurs d'énergie fossile et aussi les moins nocifs en général pour l'environnement, les moins polluants. On a parlé d'utiliser le bois issu des forêts locales, mais c'est un peu la même chose après pour la distribution. C'est-à-dire qu'une fois que cette table a été fabriquée, si l'usine qui l'a fabriquée est très loin et qu'on l'a beaucoup distribuée dans le monde entier, ça va aussi émettre plus que si on la distribue tout de suite. Donc ça plaide pour une économie plus locale et aussi pour une chaîne mieux maîtrisée en termes de consommation d'énergie. Il ne faut pas non plus raisonner toujours tout local, parce que si vous faites du très local, mais que vous éliminez les émissions liées à la distribution ou au transport, mais qu'en même temps, votre fabrication, elle est très très sale, c'est-à-dire que vous êtes dans une usine où tous les employés viennent en 4x4, les machines, elles sont très polluantes, vous ferez peut-être moins bien que quelqu'un à l'autre bout du monde, qui certes aura le côté polluant du transport, mais si son usine est très propre, ça va quand même être plus avantageux que la vôtre, qui sera peut-être locale, mais très sale. Évidemment, il y a d'autres émissions liées à la publicité, liées à l'emballage. Et puis une chose importante aussi, c'est le recyclage à la fin. C'est aujourd'hui quelque chose de très important aujourd'hui dans la conception de n'importe quel produit. C'est sûr que si vous recyclez votre table à la fin, vous lui donnez plusieurs vies et donc vous permettez au carbone d'être réutilisé et pas réémis. Alors qu'évidemment, dès qu'on brûle ou dès qu'on enfouit en décharge, on arrête le cycle et on émet des gaz à effet de serre. L'enfouissement en décharge, c'est assez catastrophique parce que ça émet du carbone, mais surtout du méthane. Et le méthane est connu comme un gaz à effet de serre qui est bien plus réchauffant que le gaz carbonique. Et ça s'appelle donc l'analyse de cycle de vie. Ce côté, je veux contrôler. Alors pour contrôler, il faut déjà mesurer. Et donc savoir sur quoi je dois agir, pour ça, il faut faire tous ces bilans. Et ça, pour un produit, chaque fois qu'on fait un produit aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On réfléchit. On se donne les moyens d'évaluer combien ce produit, comment il va impacter l'environnement par ses émissions depuis tout début dans la forêt jusqu'à la fin, son recyclage ou sa fin de vie. Dans cette dernière partie, alors en tant qu'utilisateur de bois ou en tant que personne qui doit promouvoir l'usage du bois ou qui doit encourager et aider à un bon usage du bois, il est important de se poser la question face à un produit bois comme cette table, de savoir si cette table, le bois, dans cette table, le bois vient de forêts bien gérées. On entend aussi des fois dit gérer de façon éco-responsable. Donc c'est quoi gérer une forêt et c'est quoi bien gérer ou mal gérer? Alors regardons des photos. On voit des fois en ce moment des citoyens, des élus s'insurger quand ils voient une photo comme ça. Donc, est-ce que c'est une forêt bien gérée? Alors, qu'est-ce que je vois là-dessus? Je vois des arbres, beaucoup d'arbres coupés, pas beaucoup d'arbres qui restent, des petits arbres,
Un gros tas de bois derrière, une machine dans la forêt. Et je vous donne une information, c'est une plantation d'épicéas. Est-ce que c'est bien géré, mal géré? On peut se dire ils ont coupé beaucoup de bois quand même, il y a des petits arbres derrière. Voilà une autre forêt, donc là on a des bois beaucoup plus gros, on a beaucoup de bois morts au sol, on a donc des arbres qui sont tombés, on voit derrière là aussi des arbres cassés. Voilà, est-ce que ça c'est une forêt bien gérée, mal gérée? Moi je ne sais pas répondre à des questions comme ça. Alors une première question qui est souvent implicite pour nos concitoyens, c'est est-ce que gérer la forêt c'est d'abord planter des arbres? Une bonne gestion forestière, ça serait chaque fois qu'on coupe un arbre, il faut en replanter un. Donc interrogez-vous, oui, non. Eh bien, la réponse qui nous est donnée donc par une association environnementaliste qui s'appelle France Nature Environnement, c'est que c'est pas si simple. Donc une idée de nos concitoyens est que c'est pas compliqué, une bonne gestion forestière, c'est chaque fois que vous coupez un arbre, il faut le remplacer, il faut en replanter un. Eh bien non, parce que une forêt n'a pas besoin qu'on la replante forcément, il y a des arbres en place, les arbres qui sont sur place, ils font des graines, les chênes font des petits glands, etc. Et ces graines peuvent permettre de faire repousser une forêt. C'est ce qu'on appelle la régénération naturelle. Et en France, on a 70% des surfaces forestières qui sont ainsi régénérées naturellement, sans avoir besoin de faire de la plantation. À l'opposé, quand vous plantez des arbres, les arbres, ils ont des prédateurs, et donc replanter un arbre, rien ne vous garantit que la petite plante que vous avez mis dans la forêt ne va pas se faire tuer immédiatement par un cerf, un sanglier, d'autres parasites. Voilà. Donc planter des arbres, en aucun cas, ça vous garantit une bonne gestion ou un renouvellement de la forêt. Alors qu'est-ce que c'est gérer une forêt? Si on s'intéresse seulement aux arbres, hein, sans aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on appelle la sylviculture, et ça se passe sur un cycle assez long. Donc là, vous voyez par exemple, c'est l'exemple du hêtre ou du chêne, enfin des grands feuillus de la forêt française. Sur le sapin, où vous auriez des choses un peu plus courtes. Mais vous avez une première période qu'on appelle le semis. Et donc ça, c'est les petits arbres quand ils ont moins de 10 ans. Ça dure quand même 10 ans. Donc c'est les petites graines. Alors là, on est en régénération naturelle, hein, mais en plantation, ce serait un petit peu pareil. Mais il faut les surveiller. Ça, il suffit pas de planter et puis de partir. Et il suffit pas de imaginer que les graines qui tombent des grands vont faire des petits. Il faut les surveiller. Donc surveiller, ça veut dire que le forestier, il protège les jeunes pousses. Des fois, vous voyez des fois des protections sur les plants. Il dégage aussi des mauvaises herbes, exactement de la même façon que dans votre jardin. Des fois, vous travaillez un peu à ce que les légumes survivent au milieu de tous les restes qui les agressent. Donc le travail du forestier, c'est de surveiller ces jeunes pousses et les aider à grandir. Ensuite, on arrive dans une deuxième phase. Les arbres ont grandi. Donc là, l'idée, c'est de les aider à grandir encore mieux, de les aider à s'épanouir. Et donc là, on va retirer les arbres les plus faibles, et donc pas forcément les arbres morts, hein, ceux-là on peut les laisser, il n'y a pas de problème, mais les arbres un peu plus faibles, avec l'idée qu'on va permettre à certains arbres, on appelle ça les arbres d'avenir, de devenir plus gros et de prendre plus de place. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne le fait pas, on a des bois moins gros. Alors c'est pas forcément grave, mais on a des bois moins gros, de moins bonne qualité, donc pour faire des meubles, ça sera moins bien. Ensuite, on arrive à maturité, donc là les arbres sont un peu plus gros. Donc là, on commence à couper du bois pour faire des meubles, pour faire de la construction, pour faire de l'énergie, pour faire beaucoup de choses. Et donc là, on arrive à ce qu'on appelle la maturité du peuplement. Et là, dans l'optique de renouveler la forêt, le forestier, il commence à se poser la question de sélectionner les plus beaux arbres pour que ce soit ceux-là qui donnent leurs graines pour le peuplement du futur. Et puis en même temps, on récolte du bois, évidemment, qui est utilisé pour l'industrie que vous connaissez. Et puis quand on arrive en fin de cycle, et bien là on a plein de petits semis qui commencent à s'établir. Et donc là il faut donner beaucoup de lumière à ces petits semis pour leur permettre de s'épanouir. Et là donc on va couper assez fortement, on fait ce qu'on appelle les étapes de récolte un peu définitives. Et donc là on coupe des bois assez gros qui sont intéressants pour faire des meubles, pour faire de la construction. Mais en même temps on travaille toujours à ces petits semis pour qu'ils puissent se réinstaller comme il faut. On peut rater une étape, hein, et auquel cas c'est embêtant, parce que si vous ratez l'étape des petits semis parce que vous n'avez pas laissé assez de gros arbres, ou parce que ces petits semis se sont fait étouffer par d'autres choses, et bien là effectivement il va falloir se débrouiller autrement, éventuellement planter.
Et ça peut être assez compliqué, assez coûteux. Donc voilà ce que c'est que la gestion forestière et sylviculture, hein. C'est des opérations sans cesse de ce qu'on appelle des travaux, si vous voulez, du désherbage, et puis après on fait des coupes, des récoltes, et en fait c'est voilà, c'est ce genre de travail qu'on fait pendant toute la vie d'un peuplement jusqu'à ce que le cycle recommence. Une chose importante aussi qu'il faut bien savoir, c'est que en sylviculture, en gestion forestière, on s'adapte au milieu qu'on a, au sol qu'on a. Et donc, contrairement à l'agriculture, hein, où on a un travail assez fort du sol, où on ajoute des engrais, où on arrose, etc., en sylviculture, on est très très frugal. On utilise peu d'intrants, peu de choses, et donc on ne cherche pas à faire pousser des arbres là où ils ne sont pas adaptés. Et les arbres, ils sont adaptés à des milieux assez particuliers. Là, vous voyez par exemple l'exemple de l'étagement des essences en montagne. Quand on est dans une montagne, dans la vallée, on va trouver des arbres comme des hêtres, des chênes. Et puis au fur et à mesure, quand on va monter, on va trouver du sapin, de l'épicéa, puis c'est un petit peu différent entre le versant nord et le versant sud. Et donc ça vous montre bien que quand on monte en altitude, hein, la température se refroidit. Entre le nord et le sud, on a aussi des conditions de milieu un peu différentes. Tout ça, c'est aussi modulé. Des fois, vous avez des sols plus ou moins riches. Et donc, premier travail du forestier, c'est de bien connaître le milieu, bien diagnostiquer le milieu, pour ne pas chercher à faire pousser, par exemple, du sapin en plaine, là où il ne serait pas du tout adapté parce qu'il ferait trop chaud. Et alors le problème qu'on a, c'est que le climat, comme on a dit déjà, le climat se réchauffe. Et donc le problème, c'est que quand aujourd'hui on pense la forêt, il faut penser la forêt de demain, ça on l'a toujours fait. Le forestier, quand il renouvelle sa forêt, il pense pour dans 150 ans, 180 ans. Sauf qu'aujourd'hui, dans 100 ans, le climat sera très très différent. Et donc dans 50 ans, 100 ans, le sapin ne sera sans doute plus à sa place, là où il est actuellement parfaitement à sa place, dans l'étage subalpin. Le hêtre, dans nos régions où il fait pas trop chaud, on va dire, les gens nous disent que le hêtre, dans la plaine Lorraine, comme le climat de la plaine Lorraine sera peut-être le climat du sud de la France ou du nord de l'Espagne, eh bien il fera trop chaud, donc le hêtre ne sera plus à sa place. Donc ça, c'est un vrai souci pour la bonne gestion forestière, c'est de se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on espère quand même que, bien qu'il va faire trop chaud, les arbres ils vont quand même réussir à résister, ou bien est-ce qu'il faut anticiper dès maintenant et apporter d'autres arbres, aller chercher des arbres qui poussent aujourd'hui en Espagne, au sud de la France, et les planter dès à présent dans nos climats lorrains, parce qu'ils seront adaptés dans 100 ans. Grande question, une question très difficile, hein, parce que il ne faut pas se tromper, quoi. Pas trop se tromper. Un autre message, c'est que la gestion forestière, elle ne s'intéresse pas qu'aux arbres. Une bonne gestion forestière se préoccupe de la biodiversité en général, et donc les arbres, mais aussi les animaux, les fleurs, les cours d'eau, hein, qui abritent aussi une autre forme de vie. Donc une forêt, c'est toute cette vie, et bien gérer une forêt, c'est évidemment pas seulement faire pousser des arbres de façon optimale, mais c'est aussi se préoccuper de préserver toute cette vie. Alors maintenant, si on revient sur les photos du début, voilà typiquement des opérations sylvicoles qui témoignent, à mon avis, plutôt d'une bonne gestion. Hein. C'est que ces plantations d'épicéas, actuellement, en plaine, chez nous, elles sont infectées par des insectes. Et le problème, c'est que ces insectes tuent les arbres. Et donc, si on ne veut pas que l'épidémie se propage, il faut récolter en urgence. Donc, si vous voyez aujourd'hui des gros tas de bois, des machines et des forêts dans lesquelles vous avez l'impression qu'on laisse peu d'arbres, c'est pas forcément une mauvaise gestion, ça peut être une récolte d'urgence suite à des crises sanitaires, donc à des maladies graves et qui se propagent vite. Alors évidemment, si on coupe vite les arbres infectés, on peut espérer que la bestiole, là, le prédateur, il n'aura plus grand chose à manger et que donc ça va réduire ça va limiter les populations d'insectes. La forêt que je vous ai montrée en second, hein, c'est une réserve, ce qu'on appelle une réserve biologique intégrale. Donc c'est des petits espaces de forêt dans lesquels on a décidé de faire une protection intégrale, on a décidé de cesser toute exploitation. Donc c'est une décision de gestion, dont l'objectif c'est quoi? C'est à cet endroit-là, on veut préserver une nature sauvage, complètement sauvage, et donc on laisse les arbres mourir, les gros arbres mourir. Alors, ces réserves biologiques intégrales sont dangereuses pour l'homme, hein, c'est pas des parcs dans lesquels on va se promener. Hein.
il ne faut pas y rentrer parce que les bois morts risquent de vous tomber dessus et de vous faire très mal, quoi. Mais c'est une décision de gestion, cette fois, qui vise non pas à produire du bois, mais du coup à produire et à conserver la biodiversité. Alors comment on décide en fait, hein, dans une forêt, qu'on travaille plutôt pour le bois, qu'on travaille plutôt pour la biodiversité, puis j'ai pas parlé, il y a d'autres enjeux, hein, qu'on travaille plutôt aussi pour les randonneurs. Pour ça, il faut se demander, la forêt, elle intéresse qui? Alors elle peut intéresser pas mal de gens, elle va intéresser le propriétaire de la forêt qui va y faire son bois de chauffage, peut y intéresser les bûcherons qui gagnent leur vie, hein, c'est important évidemment pour eux que la forêt, pour eux c'est leur lieu de travail. L'industrie du bois qui va y trouver sa matière première, hein, qui vit grâce à ça. Un club de naturalistes parce que dans cette forêt il y a des chauves-souris rares et donc il faut les protéger. Des randonneurs qui veulent pouvoir y faire du VTT, les cueilleurs de champignons, les chasseurs, très important dans nos régions, les chasseurs. Mais aussi, pas forcément des usagers directs, hein, ça peut être aussi la ville voisine pour qui la forêt c'est une source d'eau potable de qualité parce que la rivière qui coule dans cette forêt fait de l'eau potable de très bonne qualité. Et que la nappe phréatique dans cette forêt est bien préservée par rapport à d'autres usages du sol. Évidemment, une forêt, n'importe quelle forêt nous intéresse tous, hein. On est intéressé par les forêts à l'autre bout du monde parce que, comme on a dit, ça permet d'avoir de l'air de bonne qualité et d'éviter le réchauffement climatique. Donc le problème quand vous gérez une forêt, c'est qu'il faut trouver moyen de satisfaire un peu tout le monde. Alors des fois on fait des choix, on va plutôt satisfaire un enjeu plutôt que de l'autre, mais beaucoup d'enjeux, beaucoup de gens à satisfaire, et donc il faut trouver des compromis, puis des fois il y a des conflits, réellement des conflits d'usage. C'est sûr que le bûcheron, avec sa machine et son côté dangereux sur ses chantiers, c'est difficilement compatible avec le randonneur en VTT qui vient chercher le calme et la tranquillité dans la forêt. Alors ça, c'est une notion qui est bien connue, bien comprise, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité de la forêt. Donc la forêt, ça rend de multiples services. On parle de services écosystémiques. Alors il y a plusieurs types de services. Il y a le service, on part d'en bas, là, le service d'approvisionnement. Donc c'est tous les produits que vous sortez de la forêt, donc le bois, mais aussi des plantes, d'autres plantes comme les champignons, du gibier quand vous êtes chasseur. On peut des fois cultiver aussi, hein, on peut faire des cultures sous forêt, c'est un peu rare chez nous, mais il y a du miel aussi, par exemple, les forêts produisent du miel, voilà. Donc ça, c'est des services d'approvisionnement. Les services, le miel de sapin, hein, les services de régulation. Donc la forêt, c'est important parce que ça va permettre de produire de l'eau potable, mais ça permet aussi d'assurer la pollinisation parce que ça héberge des insectes, ça régule le climat, hein, on lit beaucoup maintenant en ville, les arbres permettent de faire baisser la température, voilà. Et puis, on a vu, ça régule aussi le climat global, puisque ça réduit les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Et puis, des services dits culturels, donc les activités de loisirs, quand vous allez vous promener dans la forêt. Il y a des forêts sacrées, en France pas beaucoup, mais donc il y a des forêts qui ont des aspects religieux. Et puis la forêt, ça permet aussi l'éducation, et puis c'est une certaine du patrimoine, c'est une certaine identité, hein, évidemment. Dans nos régions, si on élimine nos forêts ou qu'on les transforme complètement, je pense que les gens se sentiront privés d'une certaine identité. Voilà, donc la forêt, ça produit tout ça à la fois, et en plus à 3 échelles différentes, hein, des échelles très locales, donc ma forêt à côté de chez moi, jusqu'à des échelles très globales, la forêt de la planète pour tous. Et il faut gérer la forêt, c'est arriver à assurer tout ça à un niveau acceptable, sans qu'il y ait un acteur, une personne, un utilisateur qui préempte la forêt rien que pour lui. Alors là-dedans, il y a quand même un utilisateur un peu particulier, c'est le propriétaire, hein. La forêt, ça appartient à qui? Qui est propriétaire du sol d'une forêt? Alors on peut se poser la question, est-ce que ça appartient à tout le monde? Tout le monde, ce serait donc la responsabilité de l'État. Est-ce que ça appartient à des personnes particulières, à des propriétaires privés, ou bien est-ce que ça appartient à une espèce d'intermédiaire qui est la commune, qui serait représentée par monsieur le maire? En France, on a un peu tous ces types de forêts possibles, donc, mais avec un type dominant. Donc en France, 75%, 3/4 des forêts sont des forêts privées. Donc les gens ne le savent pas, hein, parce qu'il y a un usage qui fait que les propriétaires privés vous laissent rentrer dans leur forêt, ils ne les clôturent pas, ils n'empêchent pas les gens de s'y promener. Mais la plupart des forêts en France, ce sont des forêts privées qui appartiennent à quelqu'un.
Et vous-même, sans doute que dans votre famille, vous avez sans doute des propriétaires de forêt. Il faut que vous le sachiez ou vous ne le sachiez pas. Ensuite, en France, ben, on a 16% qui sont des forêts publiques, donc elles appartiennent un peu à tout le monde, mais elles ne sont pas complètement à tout le monde, ce sont des forêts dites communales. Donc les revenus qui sont issus, les recettes qui sont issues de ces forêts vont revenir à la commune. Et puis, une dernière catégorie, 9%, ce sont les forêts publiques, cette fois de l'État. Les grandes forêts, on appelle ça des forêts domaniales, des forêts qui appartiennent à l'État et qui sont en France l'héritage un peu des forêts des rois de France ou des ducs de Lorraine. Alors, ce paysage n'est pas du tout le même quand vous voyagez dans le monde. Donc, par exemple, au Brésil, 62% de la forêt appartient à l'État. Alors que chez nous, c'est seulement 9%. Et au Brésil, seulement 21% appartient à des propriétaires privés. Et puis, vous voyez, au Brésil, vous avez 18% de forêts dites indéfinies. Indéfinies, c'est grave, ça veut dire qu'on ne sait pas bien à qui ça appartient. Parce qu'on est dans des zones un peu de Far West, si vous voulez, où les gens... L'État ne peut pas vraiment faire valoir son droit sur le sol et finalement la forêt elle appartient à celui qui s'y installe et malheureusement celui qui installe c'est souvent celui qui la défriche. Voilà. Alors pour résumer, une bonne gestion forestière c'est quoi? Si on réfléchit, il faut qu'elle remplisse plusieurs critères. Donc d'abord il faut qu'elle assure le renouvellement de la forêt dans le temps, c'est-à-dire que cette forêt ça, c'est vraiment une chose essentielle, c'est-à-dire que la forêt, il faut qu'elle se renouvelle. On a vu que si on ne renouvelle pas la forêt, c'est ça qui est grave. C'est pas d'utiliser le bois, c'est pas de couper des arbres qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas renouveler la forêt. C'est de ne pas assurer la repousse des arbres. Donc, la bonne gestion forestière, elle se préoccupe de renouveler la forêt dans le temps. Et la difficulté, c'est qu'il faut le faire sur des cycles qui sont très longs. C'est très très rare qu'un propriétaire forestier voit un cycle complet. Quand vous renouvelez une forêt, vous la renouvelez et les arbres ils deviendront gros dans 100 ans, dans 180 ans, donc ce sera pour vos petits-enfants. Et ça, c'est difficile dans notre société actuelle où les gens bougent beaucoup de se poser ce genre de questions sur des cycles si longs. Deuxième critère, il faut maintenir l'équilibre de la forêt dans un massif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des forêts qui soient seulement des jeunes ou seulement vieilles, donc il faut des forêts assez diversifiées, donc à l'échelle cette fois d'une région, d'un massif. Il faut non seulement assurer le renouvellement, mais il faut aussi assurer un renouvellement bien étagé dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en même temps des arbres vieux, des arbres jeunes, des arbres intermédiaires. Alors le problème, c'est quand vous avez des grosses tempêtes comme la tempête de 99, ça vous perturbe énormément les forêts, donc là vous vous retrouvez malgré vous avec des forêts plutôt jeunes, parce que comme vos forêts ont été détruites, mais il faut le temps qu'elles se renouvellent. Du coup, ça m'amène à mon troisième critère, une bonne gestion forestière, ça doit protéger la forêt des risques naturels. Donc les risques naturels, c'est les incendies, les tempêtes, les maladies des arbres. Pour les protéger, on n'a pas tant de choix que ça. Les incendies, on assure un réseau de pompiers. Les tempêtes, on ne sait pas faire grand-chose. Voilà, on essaye de... Bon, il y a quelques règles de sylviculture, on sait qu'il y a quelques espèces qui sont plus sensibles que d'autres. Les maladies des arbres, là aussi, on essaye d'avoir des arbres qui sont résistants. Puis surtout, vous voyez, quand il y a des épidémies, on essaye de faire face à la crise en essayant de récolter vite les arbres malades, ou en tout cas d'essayer de... L'idée étant de faire baisser comme ça la propagation des parasites. Une bonne gestion forestière, ça doit aussi concevoir la multifonctionnalité et donc assurer que tout le monde s'y retrouve. Alors évidemment, le propriétaire, il a un poids un peu plus grand parce que c'est quand même chez lui. Dans le droit français, le propriétaire, il a un droit assez grand. Mais il n'a pas tous les droits parce que la loi en France ne l'autorise pas à faire n'importe quoi dans sa forêt. Donc la loi, l'État régule, mais il faut, dans une forêt, il faut assurer le plaisir des randonneurs, des cueilleurs de champignons. Il faut assurer évidemment les emplois et la matière première de l'industrie du bois. Et puis, il faut assurer le bien-être de la planète, donc l'air pur, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc la forêt, en ce sens, elle appartient à un propriétaire, mais c'est une forme de bien commun parce que cette multifonctionnalité fait que la forêt profite à tout le monde. Et le dernier message, c'est que pour faire tout ça, contrairement à ce que les gens pensent, c'est certainement pas on plante un arbre et puis on reviendra le récolter dans 180 ans. Ça demande des compétences, ça demande des études et ça demande un suivi et donc ça coûte. C'est-à-dire que ces gens qui vont à la fois surveiller les arbres, vérifier qu'on a bien des forêts qui satisfont tout le monde, des forêts
ni trop jeunes, ni trop vieilles, des forêts où la biodiversité ne s'érode pas, etc. Ben ça demande des compétences. Typiquement, les gens qui sont formés dans les BTS ou dans les formations de master ou d'ingénieur en gestion forestière ou en sciences forestières. Et donc ces gens-là, ben, ils sont précieux, hein, et ça a un coût que la société n'est pas forcément prête à assumer parce qu'elle ne se rend pas forcément compte de leur utilité, puisque, encore une fois, hein, la forêt c'est du long terme, et donc si vous arrêtez de gérer la forêt aujourd'hui, vous ne vous rendrez compte du problème que dans quelques dizaines d'années. Alors aujourd'hui, en plus, la gestion forestière, c'est une période à la fois intéressante, mais surtout assez effrayante, parce qu'on a des problèmes qu'on n'a jamais eu avant. Le premier problème, c'est le climat change trop vite. Donc il y a eu, hein, il y a souvent eu les épisodes météorologiques violents, les forestiers ont l'habitude, mais là, ça change trop vite. Et donc les espèces ne sont plus adaptées à leur milieu. Les sapins, les épicéas en plaine vont dépérir, on nous promet aussi le hêtre, certains chênes, voilà. Et donc les espèces ne sont plus adaptées à leur milieu, il faut commencer à réfléchir qu'est-ce qui sera le milieu dans 100 ans. C'est pas facile de faire ça. Et alors en plus, ce changement rapide, ça profite plutôt aux ennemis des arbres, c'est-à-dire les insectes ou les champignons pathogènes. Donc voilà, un grave problème aujourd'hui, c'est peut-être le problème le plus grave sur la forêt et celui dont les gens sont le moins conscients. Deuxième problème, c'est que dans le modèle économique, l'équilibre économique de la forêt, historiquement, on payait la gestion avec la vente de bois. Ça veut dire qu'en fait, la filière bois, elle payait, puisqu'elle achetait le bois, et les autres services, les champignons, l'eau potable, le côté récréatif, le plaisir des gens qui vont se promener dans la forêt, ben finalement, c'était gratuit et personne ne payait pour ça. Et le gestionnaire forestier, lui, son boulot, c'était évidemment de fournir du bois, mais c'était surtout de renouveler la forêt et de produire tous les services. Et finalement, ça allait bien comme ça, c'était l'industrie qui payait pour tout le monde. Aujourd'hui, ça fonctionne plus, ça. Ça fonctionne plus parce que le bois, il n'est pas assez cher. Et du coup, la vente de bois ne suffit pas à rémunérer la gestion de tous les services. Et donc, il y aurait une tendance qui peut être, pour l'instant, qui n'est pas très grave, mais qui pourrait s'intensifier, d'avoir des forêts qui seraient uniquement gérées pour le bois, et dans lesquelles ça existe dans d'autres pays, on met des clôtures et puis on n'y va pas, quoi. C'est des forêts qui sont que pour le bois. Et puis le reste, on le laisserait à l'abandon et on s'en occuperait plus. De sorte que ça ne serait pas non plus des forêts qui seraient tellement optimales pour tous les services, notamment elles ne seraient pas très protégées contre les risques, ces forêts-là. Et dernière chose, c'est que c'est de plus en plus difficile de comprendre ce que veulent les gens aussi. C'est-à-dire que nos citoyens, ils ont des attentes qui sont complexes et qui sont des fois un petit peu contradictoires. C'est-à-dire qu'ils veulent utiliser du bois, parce que le bois c'est naturel, parce que le bois c'est mieux que le plastique, mais ils veulent pas qu'on coupe les arbres. Donc pour les gens qui doivent assurer la transformation du bois, c'est pas toujours facile, quoi. Et puis ils font plus confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui caractérise notre société, c'est que les citoyens, ils regardent Internet, ils se renseignent sur tout. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, de l'information bonne ou de l'information bizarre, on va dire. Et donc, ce qui était avant évident, c'est-à-dire que le gestionnaire forestier, celui qui avait qui avait du savoir, soit acquis de plusieurs manières, mais le forestier dont c'était le métier, le gestionnaire forestier, on l'écoutait. Aujourd'hui, on l'écoute plus tant que ça. Hein, et on n'écoute plus non plus tant que ça les industries du bois, c'est-à-dire qu'on se méfie, hein, de gens qui voudraient détourner la forêt à leur seul profit. Et donc ce manque de confiance, plus les attentes qui sont de plus en plus compliquées, ça rend le travail de gestion forestière particulièrement difficile. Voilà, alors en même temps on peut être quand même optimiste, c'est que la gestion forestière durable, c'est-à-dire cette bonne gestion forestière, celle qui assure le renouvellement de la forêt, tous les services, etc., en France, on est quand même dans une situation qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on a des notions qui sont bien connues, tout ce que je viens de vous raconter, les gens le maîtrisent, les gens le savent. On a beaucoup de savoir-faire, on sait faire, quoi, on sait faire beaucoup de choses. Mais en même temps, on se rend compte, et notre forêt va pas si mal, notre forêt augmente. Mais en même temps, on se rend compte que les citoyens n'ont jamais été aussi inquiets pour la forêt française, puisque on voit des parlementaires à l'Assemblée nationale, des députés qui se mobilisent, des gens qui écrivent des livres, des mobilisations diverses et variées pour la forêt. Et ça crée cette inquiétude, évidemment, qui va aussi avec une inquiétude par rapport
à nos modes de vie très industrialisés par rapport au changement climatique, c'est sûr que cette inquiétude, bah, ça aide pas les gestionnaires forestiers à travailler dans la sérénité, sachant qu'en plus ils doivent se poser des questions qui sont sans précédent. Voilà, donc j'espère que pour la suite, euh, vous serez curieux, vous renseignerez, vous éviterez les jugements un peu hâtifs quoi, face à une forêt bien gérée, mal gérée. Vous penserez aussi quand vous utilisez du bois à quoi il sert, d'où il vient, hein, non seulement à quoi il sert pour les hommes, mais à quoi il a servi dans l'arbre. Ça permet aussi un certain recul, c'est extraordinaire hein, cette temporalité. Vous utilisez du bois issu d'arbres qui ont mis 150 ans à pousser, etc. C'est assez extraordinaire. Et donc pour dire, bah, il y a tout à faire aussi. La génération qui arrive, bah, c'est vous qui serez les garants de la forêt et du bois de demain. Merci beaucoup et bonne suite.